Bonjour, chers auditeurs, chers amis, bienvenue à ce 12e épisode du balado L'État du monde, en ma compagnie, comme toujours, Jocelyn Coulon à Montréal. Jocelyn, comment vas-tu? Très bien, très bien. Heureux de te revoir. Ouais, ben comme toujours, une grosse semaine. Donc aujourd'hui, on a deux sujets, plus une entrevue en deuxième partie. On va se déplacer du côté de Tokyo pour discuter de l'Indo-Pacifique et de l'OTAN. Mais d'abord, je crois que tu vas d'abord nous parler d'un sujet historique très intéressant que tout le monde connaît, c'est qu'on célèbre cette semaine l'établissement, la fondation des prix Nobel par Oui, Alfred Nobel. Et puis bon, le Canada n'a pas eu énormément de prix Nobel dans son histoire. On en a eu différents dans différents domaines, mais peut-être le plus important, le plus prestigieux, le prix Nobel de la paix, on n'en a eu qu'un seul avec Lester B. Pearson, qui était à l'époque ministre des Affaires étrangères. Donc, voilà. on va d'abord nous parler de ça. Et puis moi, tout de suite après, je vais vous parler d'une nouvelle que circulait au cours des derniers jours, à l'effet que Donald Trump, dès le moment de son entrée en fonction à la présidence américaine, va limoger, mettre dehors 15 000 soldats de ses forces armées. Donc, je vais vous parler de ça, des raisons derrière cette décision-là. Mais écoute, je te laisse partir le Très bal sur bien, la question des Nobel. très bien. Alors, effectivement, aujourd'hui, le 27 novembre, mais c'était en 1895, l'inventeur de la dynamite, Alfred Nobel, décide dans son testament de léguer une partie de sa fortune pour créer des prix Nobel qui récompensent, bien entendu, des savants, des écrivains, des gens dédiés à la paix, et donc couronne finalement une œuvre sur plusieurs années. Et le prix Nobel va devenir, euh, comment dirais-je, le Graal que chaque savant, que chaque écrivain, que chaque pacifiste aimerait obtenir au bout d'une carrière. D'où- Il y a des prix, il y a des prix Nobel qui ont été nobelisés très tôt. Ouais. Il y a des prix Nobel qui l'ont reçu alors qu'il venait à peine d'être au pouvoir, comme Barack Obama. Peut-être que les gens se souviendront. Et, Ça et certaines personnes ont aussi refusé le Nobel. Alors, je vais revenir Pas là-dessus, je vais anodin, revenir ouais. là-dessus. Donc, moi, ce qui me fascine d'abord avec le prix Nobel, c'est que à la cérémonie de remise du prix Nobel va se dérouler le 10 décembre prochain, comme à tous les ans. Et ce que je trouve formidable dans ce prix Nobel, c'est que il a d'abord été créé par l'inventeur de la dynamite, et c'était un Scandinave. Ces prix-là sont remis par les rois de Suède et de Norvège, deux monarchies démocratiques, à des récipiendaires venus du monde entier. Et pour moi, la cérémonie de remise, c'est un moment important de la civilisation humaine. Pas de la civilisation occidentale, mais de la civilisation humaine. Parce que pendant quelques heures, on est réunis pour souligner la connaissance, l'engagement, le courage d'individus de partout où ils viennent. Et franchement, ça nous sort un peu des mauvaises nouvelles qui sont notre lot quotidien. Donc, cet Alfred Nobel, avec son groupe, décide de créer euh, ces prix Nobel qui récompensent dans un premier temps 5 disciplines: la physique, la médecine, la chimie, la littérature et la paix. Le prix Nobel d'économie sera, lui, créé en 1968 seulement. Donc, on a un bloc de six prix. Et, comme vous le savez, chaque année, les comités Nobel se réunissent
et accorde ces prix. Habituellement, c'est au début octobre que les annonces sont faites et le prix Nobel est remis le 10 décembre. Alors, euh, le prix Nobel, évidemment, c'est toujours, surtout le prix Nobel de la paix, un acte politique d'une certaine façon. Et on a bien vu dans l'histoire du prix Nobel de la paix des gens l'accepter ou le refuser, ou des pairs de récipiendaires qui pourraient nous faire sourire, mais qui illustrent bien que à un moment donné d'un conflit, ces gens-là peuvent se retrouver. Et je pense à Mandela et Willy de Klerk, le président sud-africain, qui l'a libéré de prison et qui a donc fait de Mandela le premier président noir d'Afrique du Sud. Ils ont donc reçu le prix Nobel ensemble. Il y a aussi Rabin Peres, les Israéliens, en compagnie d'Arafat, pour le travail qu'ils ont fait et qui a mené aux accords d'Oslo de 1993. Les plus célèbres aussi, c'est Kissinger, le Ducto, en 1973, qui obtiennent le prix Nobel pour leurs efforts afin de terminer la guerre au Vietnam. Mais il y aura un petit hic dans l'attribution de ce prix Nobel, c'est que le Ducto va le refuser. Alors, c'est des choses qui sont arrivées, mais rarement dans l'histoire du Nobel ou des Nobel. Enfin, il y a un prix Nobel qui est accordé à Jimmy Carter en 2002 pour l'ensemble de son œuvre, mais pour aussi envoyer un message. Et je ne sais pas si tu te souviens dans quelles circonstances nous sommes en 2002. On est juste après les événements du 11 septembre. Il y a des tensions avec l'Irak de Saddam Hussein qui a ultimement mené l'année suivante à l'invasion du pays. Et voilà. Donc, George Bush est en train de préparer la guerre contre l'Irak et à l'évidence, le comité Nobel veut faire un statement, comme on dit, en donnant le prix Nobel à Carter, qui lui est un opposant à cette guerre contre l'Irak. Donc là encore, la politique vient euh, un peu brouiller les cartes. Quelques statistiques, mais très rapidement, euh, parce que vous pouvez retrouver ça sur Wikipédia. Euh, le prix Nobel a été accordé à 900 hommes et à 60 femmes. Mais on voit de plus en plus au cours des dernières années qu'il y a plus de femmes qui reçoivent le prix Nobel. C'est la même chose pour les individus versus les organisations, parce que le prix Nobel est accordé à des individus, mais aussi à des organisations, particulièrement pour le prix Nobel de la paix. Et Donc, on voit depuis une le, vingtaine d'années le premier prix Nobel de la paix, si ma mémoire est bonne, a été remis à la Croix-Rouge. C'est ça? quelque chose, oui, Ah, c'était oui. ça. Donc, à une organisation, c'était. Ou en Henri Dunant. Bref, je vais vérifier. Et donc, depuis 20 ans, le prix Nobel a été accordé à 7 organisations humanitaires et même à l'Union européenne comme facteur de paix. Donc, c'est assez intéressant d'avoir choisi quand même une organisation hautement politique, alors qu'avant, on choisissait des organisations à caractère humanitaire. Enfin, le Canada. Eh bien, on ne sait pas exactement à combien de Canadiens on a remis le prix Nobel. J'ai retrouvé, en faisant la recherche sur ce petit billet, des statistiques différentes. L'Encyclopédie canadienne compte 17 prix Nobel, dont un à Pearson, bien entendu, et le seul prix Nobel de littérature canadien, à la romancière Alice Munro, Ah oui. une Ontarienne.
Donc, du côté de l'Encyclopédie canadienne, on en a 17. Mais si vous allez sur Wikipédia, liste des Canadiens, vous allez voir qu'il y en a plus que ça. Parce que dans cette liste, on compte les récipiendaires nés au Canada, mais Les ayant binationaux. obtenu les binationaux ou les nationaux d'une autre nationalité que canadienne, parce qu'ils ont adopté la nationalité américaine dans ce sens-là. Et un des plus connus, c'est Saul Bellow, l'écrivain, né à Montréal, mais qui est parti pour les États-Unis et qui a obtenu son prix Nobel de littérature. Et il y en a plusieurs comme ça, particulièrement dans les sciences dures qui ont fait toute leur carrière universitaire, professionnelle aux États-Unis et qui ont obtenu le prix Nobel. C'est en partie pour cette raison que les États-Unis ont plusieurs centaines de prix Nobel parce qu'il y a une foule d'Européens qui sont allés s'installer aux États-Unis et qui ont fait toutes leurs démarches scientifiques et obtenu les prix Nobel. Donc voilà ce que j'avais à dire sur les prix Nobel Oui, cette semaine. très intéressant. Est-ce que tu sais, parce qu'ils reçoivent non seulement une médaille, un certificat, mais aussi un certain montant d'argent qui est une somme assez significative, qui se rapproche presque Près du million du de million de dollars pour dollars, ouais. le prix Nobel de la paix. J'ai l'impression que c'est aussi le même montant pour les autres récipiendaires. Il s'agit de savoir maintenant si par exemple, dans les sciences dures, il y a souvent deux, trois ou même quatre personnes qui reçoivent en même temps parce qu'ils travaillent en équipe, bien C'est sûr. ça, ouais. Ça doit Alors, le million est peut-être distribué entre les trois ou quatre récipiendaires. j'imagine. Mais ça, c'est la fondation, c'est le fonds qui finance les activités de la fondation et bien sûr le prix lui-même. Et tout ça, en grande partie, c'est possible grâce à la fortune qui a été laissée en hérité Voilà, par Alfred Nobel. Donc, dans vraiment, son on peut testament. vraiment dire, écoute, si on est à plus de 130 ans, presque 130 ans maintenant de prix Nobel, à coût de l'équivalent d'1 million de dollars maintenant, on peut se dire qu'Alfred Nobel, en inventant la dynamite, c'était peut-être l'Elon Musk de son temps, hein. Ah, il avait un Quelle fonds fortune! extrêmement généreux et c'est ce qui produit ces prix à 1 million de dollars. Peut-être que maintenant, les gouvernements, peut-être suédois, norvégiens, peut-être contribuent. J'ai pas vu de contribution Ah non? OK. des gouvernements. J'ai l'impression que la fondation veut conserver son indépendance Ouais. là-dessus. C'est Même si, un même sacré si c'est le héritage. roi, même Mhm. si c'est le roi de Suède et le roi de Norvège. Et pourquoi? Ils étaient, Parce que le premier prix Nobel a été accordé en 1901. Or, en 1901, la Norvège et la Suède ne formaient qu'un pays. ouais, ils sont séparés en Et 1905 seulement, ouais. voilà. Et donc, en se séparant, la Suède a gardé cinq prix et puis la Norvège en a gardé un, le prix pour la paix. On l'appelle. Non, c'est intéressant. Puis là, on peut beaucoup de choses à dire, hein. Tu le disais, les prix sont souvent très, très, très politiques. Ah oui, Hum, Moi, un prix Nobel, je pense il y en a beaucoup, on peut dire, qui ont été mal attribués ou qui ont été attribués à des personnes qui les méritaient peut-être pas qu'ils les méritaient pas, mais qu'il y avait des personnes clairement qui étaient plus méritantes qu'elles. Puis moi, un exemple qui me vient en tête, c'est Churchill. ah Churchill oui, a reçu le prix Nobel de littérature pour ses oui, mémoires de guerre. Et De Gaulle, lui, a jamais reçu aucun prix Nobel. oui, Et puis, oui, en fait, lorsqu'on connaît la petite histoire entre les deux, puis ils étaient en compétition là, l'un contre l'autre, même si ça a été des alliés de circonstance pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis même après. Mais lorsqu'on lit les mémoires de guerre de Gaulle, on se rend compte, c'est vraiment un style littéraire là, très, très, très riche. Je pense que De oui. Gaulle a écrit sa première pièce, il a écrit une pièce de théâtre alors qu'il avait Un officier? ah non, il y avait 10, 11 ou 12 ans, là. Ah bon, Cette OK. pièce-là a été jouée à Lille où il est né. Donc, lui, De Gaulle se voyait, oui, comme un général, un chef d'État, mais je pense que pour la postérité, peut-être si on lui avait demandé, il aurait dit oui,
général, chef de guerre, chef d'État, mais aussi auteur. Ouais, Donc, il est écrivain. vraiment comme un auteur. Et lorsqu'on lit ses mémoires de guerre, c'est vraiment un style littéraire qui aurait amplement mérité le Nobel. Et il a tout écrit ses mémoires de guerre tout seul. Voilà. Alors Ce que qui n'est pas le cas Churchill, de Churchill. ben non, Churchill, il y avait peut-être, si on peut dire, un peu l'équivalent à l'époque de ChatGPT. Il y avait des employés, il y avait des Voilà. employés qui étaient dans son lit le matin, puis il disait, il sortait des phrases comme ça. Et c'est en fait ces employés qui rédigeaient le Ouais. manuscrit, puis lui, plus tard en soirée, après quelques whisky et quelques coupes de champagne, révisait le tout. Donc, il n'a pas écrit ses mémoires tout seul, et aussi, lorsqu'on les lit, en comparaison avec les mémoires de De Gaulle, sur le plan littéraire, c'est beaucoup moins riche que Mhm. De Gaulle. Donc, dans cette petite compétition-là entre les deux, honnêtement, peut-être parce que je suis un petit peu plus gaulliste que churchillien, mais je pense qu'objectivement, puis je ne suis pas le seul à le dire, il y a d'ailleurs un très bon documentaire sur YouTube qui montre, qui fait cette comparaison-là entre les deux. Mhm. Je pense qu'on peut dire que peut-être que Churchill l'a volé à De Gaulle, celle-là, là. Ouais. Mais les Nobel, les comités Nobel, ont été très influencés par la civilisation anglo-saxonne. Alors, certainement que comme cette civilisation dominait le monde, ben, c'est elle qui produisait le plus de savants, de littérateurs, de Exactement. pacifistes, si on veut. Il faut voir aussi à quel moment, à quelle année les mémoires de De Gaulle ont été traduites en anglais. Euh, Oui, Peut-être oui, ça a été tout à traduit fait. uniquement après sa mort. Et puis donc, après la mort d'un individu, ben, inévitablement, je pense on est disqualifié. On ne peut plus remporter un Nobel après sa mort. Je crois C'est que ça possible, fait c'est partie possible. des règles en Oui, place. oui. Enfin. Euh, Voilà. ouais. Écoute, moi, ça, comme je disais au début de l'épisode, je voulais parler d'une nouvelle qui a fait couler quand même beaucoup d'encre. Trump qui a annoncé qu'il allait renvoyer avec son nouveau secrétaire à la Défense, qui était officier dans l'armée américaine, qui était jusqu'à sa nomination animateur à Fox News, qui allait renvoyer 15 000, 15 000 membres des forces armées américaines. Et puis, la raison, plusieurs raisons qui ont été invoquées, mais la principale raison qui a été évoquée publiquement, c'est le fait de vouloir renvoyer les soldats transgenres de l'armée parce que ben, l'armée doit couvrir les coûts de transition. J'ai vérifié, depuis 2020, les chirurgies de transition ont coûté l'équivalent de 26 millions de dollars américains. Donc, depuis Oui, 2000. Donc, on s'entend, bah oui, 26 millions, c'est une somme importante, mais en comparaison avec le budget de l'armée américaine, oui, on c'est s'entend rien. que c'est rien, c'est une goutte dans l'océan. Donc, il y a d'autres raisons qui sont derrière cette volonté-là de renvoyer un nombre assez considérable là, de membres des forces armées américaines. Et puis, je pense que c'est assez clair que c'est vouloir un peu mettre un terme, mettre de côté la parenthèse du wokisme qui a grandement affecté la capacité de l'armée américaine de pouvoir recruter un nombre suffisant d'individus pour pouvoir combler les besoins des forces armées. Puis ça, c'est pas simplement aux États-Unis, c'est aussi en Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne qui est incapable de remplir ses objectifs en matière de recrutement depuis 2010. Donc, les États-Unis, OK, en 2022, ils ont été, en matière de recrutement, ils ont été short de 25%. Donc, ça veut OK. dire 15 000 soldats. 15 000 soldats, Est-ce nombre qu'il y a de un, places est-ce disponibles. qu'il y a un lien de causalité là-dedans? Ben, c'est ça. En fait, ce qui est beaucoup discuté, c'est que lorsqu'on regarde la publicité des forces armées américaines, surtout des Marines, les anciennes Oui, publicités qui dataient d'avant 2020, mettait vraiment l'emphase, l'accent sur les vertus martiales de bien l'armée. sûr. Donc, Oui, c'était presque exclusivement des hommes. Et sur toutes les images, d'ailleurs, je vais mettre en lien deux publicités. Donc, une ancienne publicité des Marines où on voyait des hommes en treillis militaire, avec des armes, avec le drapeau américain, des séquences sur le champ de bataille, des oui, séquences où on voit l'individu dans sa communauté, entouré par ses voisins qui lui serrent la main, qui lui font des high five, les femmes qui leur font des câlins. Donc, essentiellement, ça allait vraiment chercher comme message, ça attirait là,
la clientèle qui a historiquement été la plus prompte à se joindre aux forces armées américaines. Mhm. Ça suscitait aussi l'idée de l'héritage, parce qu'on voit aussi dans les publicités des personnes plus âgées qui assistent à un défilé militaire, puis on voit sur leur poitrine, ils portent eux-mêmes des médailles, donc on voit Ouais, eux-mêmes ouais, servi au Vietnam, en Corée pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, il y a cette idée de continuité avec les anciennes générations qui sont présentes au défilé pour reconnaître le travail des soldats actuels. Et puis, encore une fois, les statistiques que j'ai vues, c'est que 83% des recrues aux États-Unis ont un membre de leur famille qui a déjà servi dans ah les ouais, armées. Donc, le principe d'idée de continuité. Donc, ça a été comme ça vraiment jusqu'en 2020, le moment de la transition démocrate, élection de Biden. Et là, à ce moment-là, la publicité a complètement changé. Puis encore une fois, je vais mettre le lien en description du vidéo sur YouTube et aussi sur Spotify. La publicité, c'était Emma. EEMMA, une petite fille, Emma, et c'est la publicité de l'armée américaine qui dit, bon voilà, je suis une petite fille adoptée par mes deux mamans, et puis une de mes mamans est impliquée dans un accident de voiture, on pensait qu'elle allait mourir, mais elle s'est retrouvée en fauteuil roulant, les médecins lui ont dit qu'il pourrait jamais remarcher de sa vie. Puis finalement, après quelques années d'efforts, elle est en mesure d'être sur ses pieds pour mon propre mariage. Et puis, je suis allé à l'université. Et puis, après avoir gradué, je me suis dit que j'avais besoin de nouveaux défis dans ma vie. Et puis, j'ai décidé de me joindre aux forces armées américaines. Et là, la ok, publicité se termine comme ça. Mais on voit vraiment, ça a l'air d'être un film de Walt Disney. Parce qu'à peu près ouais, 90% de la publicité, c'est en dessin animé. C'est juste vers la fin ouais, que le dessin animé devient un individu. Donc, la femme, ouais, Emma, ouais, je suis Emma, caporale de l'armée américaine, et je vous invite, vous aussi, à vous porter volontaire. Et donc, lorsqu'on regarde cette publicité-là, on se dit, bon, quel est le message? En fait, c'est quoi le lien avec défendre son pays, puis ouais. voilà, le lien avec la continuité avec les ancêtres, les parents, les grands-parents qui ont eux-mêmes combattu, qui est absolument pas là. Il n'y a aucun drapeau américain non plus qui apparaît dans la publicité. Donc, on voit que par cette publicité-là, en 2021, la clientèle qu'ils essayaient qu'ils visaient, De c'était recruter, de recruter, c'était plus comme historiquement les hommes blancs qui provenaient ouais, majoritairement des États du Sud, mais c'était des individus euh, qui étaient victimes, dans ce cas-ci, de sexisme systémique. Donc, il n'y ouais. avait pas assez de femmes dans les forces armées. Donc ça s'est inscrit, cette révision de la stratégie en matière de recrutement, ça s'est comme inscrit dans la nouvelle mentalité woke de diversifier, d'avoir une politique de présence, d'avoir beaucoup plus d'individus qui appartiennent à des minorités, des individus qui ont été historiquement mis de côté par l'organisation en question. Donc, c'est comme si l'armée américaine avait voulu suivre cette tendance-là qui a affecté plein d'autres organisations. Donc, ce faisant, ben, le premier impact en matière de publicité, ils ont arrêté de viser leur public cible. Puis deuxièmement, dans la même mentalité un peu woke, ben, à West Point, il y a des cours qui sont donnés sur la théorie critique Ouais. tout il y a du racisme, du sexisme, des inégalités systémiques partout. Et puis, inévitablement, ben, les personnes qui sont responsables de cette discrimination-là sont les hommes blancs qui ont historiquement toujours été favorisés, d'où l'idée du privilège blanc. Donc, imaginez-vous que vous avez des individus, donc la masse qui historiquement se joignait aux forces armées américaines, non seulement la publicité ne s'adresse plus à eux, mais ils savent que lorsqu'ils vont entrer dans l'organisation, ils vont essentiellement entrer dans une espèce de camp de rééducation où ils vont se faire Mhm, répéter ad nauseam, ben, si vous êtes là, c'est pas à cause de votre mérite, c'est parce que vous bénéficiez du privilège blanc, puis etc. À un mhm. moment donné, peut-être les gens ils en ont marre, puis ils se disent, ben, écoutez, jusqu'à présent, s'il y avait une organisation qui était exempte de ce délire-là, ben, c'était les forces armées, mais c'est même plus le cas aujourd'hui. Donc, Mais pourquoi expulser 15 000 soldats? il y a une partie de ces 15 000 soldats qui sont identifiés comme soldats transgenres. OK, Donc, c'est à peu près 3 ou 4 000, c'est pas énorme, c'est 3 ou 4 000. OK, J'ai l'impression que l'autre partie de ces 15 000-là, c'est des individus qui ont été peut-être embauchés dans les ressources humaines, des ouais, individus qui font
de l'enseignement, de l'instruction de ces cours-là sur la diversité, Ouais. l'équité, Parce que, et l'inclusion. Donc, et c'est un peu pour ça parce que- qu'on a mis un type au poste de secrétaire à la Défense qui n'a pas d'expérience en matière de gestion, parce que c'est pas ce que ouais, tu recherches. Ils ne cherchent pas un gestionnaire, ils cherchent, je pense, une personne qui va faire le ménage dans ouais, les forces armées, puis, et qui n'a pas de compte à rendre à qui que ce soit, qui n'a ouais. pas peur de se salir les mains et de se débarrasser des personnes qui vont juger non essentielles dorénavant C'est, dans les forces armées. c'est un peu fou parce que moi, quand j'étais journaliste, j'ai couvert au devoir pendant 15 ans les Forces armées canadiennes et j'ai même écrit un livre. Mon premier livre porte sur les Forces armées canadiennes, comment elles fonctionnent, comment elles recrutent et tout. Et on s'aperçoit que l'intégration des femmes peut se faire, mais ça dépend souvent des services. Et allons-y brièvement, tu as l'armée de terre, tu as l'armée de l'air et tu as la marine. Évidemment, il y a des services logistiques qui sont là. Euh, L'intégration des femmes dans l'armée de terre est toujours plus compliquée et difficile que dans l'aviation. Et dans la marine, ça dépend où est-ce que tu es. Tu as les sous-marins, où là, c'est difficile, mais tu as les frégates ou d'autres bateaux où l'intégration se fait. Alors, je- il y a des réticences sur les femmes dans certains métiers de combat. Euh, les fantassins, par exemple, à l'époque où je faisais des enquêtes là-dessus, les hommes disaient que les femmes performaient moins dans ce travail-là dans l'armée de terre. Mais dans l'armée de terre, il y a d'autres fonctions que d'être un fantassin. Vous êtes un artilleur, par exemple, et donc ça prend une force physique moins grande que de transporter 100, je sais pas moi, 100 livres de matériel sur 20 kilomètres Puis, quand vous êtes fantassin. courir le Donc, 20 km sur un certain laps de temps aussi, là. il y a certainement moyen d'aménager les endroits où les femmes ou les transgenres peuvent travailler au sein des forces armées. Et j'ai comme l'impression que la Cour suprême pourrait dire à l'armée, vous vous trompez et vous allez réintégrer tous ces gens parce que vous violez leurs droits, etc., etc. Donc, ils vont s'engager dans une bataille judiciaire qui risque de durer longtemps et leur coûter cher. La chair, c'est sûr, oui. Mais Oui. ça, parlant des forces armées canadiennes, le wokisme, tout ça, ben, tu as peut-être vu au cours des derniers jours que le chant, la marche de la marine royale va être modifié. Ça, Ah, c'est un chant, c'est une chanson qui remonte à ouais, la Royal Navy. J'ai cru lire qu'il remonte au 17e siècle, donc c'est vraiment un chant très, très, très ancien. Et la raison pour laquelle le chant va être modifié, c'est que le chant n'est pas assez inclusif parce que la OK. version anglaise parle de lads, donc des hommes. Oui, les Donc, hommes. elle ne parle pas de personne. Donc, OK. la raison invoquée, c'est que le chant n'est pas suffisamment inclusif. Donc, OK. bon, tu sais, les gens qui ont déjà des critiques adressées aux forces armées canadiennes comme étant trop woke, ça va vraiment pas aider leur cause. Et puis aussi, ben, faut le mentionner, euh, Justin Trudeau a nommé il y a quelques mois à peine comme chef de l'état-major de l'armée canadienne Une une femme. femme. Pour la Oui. première fois, c'est une femme qui a été nommée, la générale Jenny Carignan, que j'ai eu l'occasion de rencontrer à Astana il y a quelques années. Elle est venue faire une présentation pour parler justement du rôle du leader, des femmes et le leadership, le rôle qu'elles peuvent occuper dans l'armée. À l'époque, je crois qu'elle était brigadière générale, donc générale une C'est étoile. possible. T'es général ou colonel à l'époque, je me souviens plus. Donc, j'ai eu l'occasion de discuter avec elle. Très, très, très sympathique. Et je suis persuadé qu'elle est très, très compétente aussi en matière de gestion pour gérer les forces armées. La question n'est pas là. Mais symboliquement, le fait est que la générale Carignan, avant d'être nommée commandante des forces armées canadiennes, chef d'état-major plutôt, ben, elle était responsable de la politique de diversité, d'équité et Ah d'inclusion oui.
dans les forces ouais, armées. Donc, inévitablement, quand le premier ministre, qui a quand même un choix assez vaste de généraux qu'il peut nommer à ce ouais. poste-là, décide de nommer la personne qui est responsable de la politique woke des forces armées et que par la suite, on voit les forces armées modifier des champs parce que les champs en question ne sont pas suffisamment inclusifs. Bon, Mhm. c'est sûr que ça ne donne pas l'impression que les forces armées canadiennes se préparent à une guerre de haute intensité contre la Russie, là. Ça renvoie le message complètement inverse. Donc, voilà, En c'est un tout peu. cas, le débat est ouvert. Le débat est ouvert, puis en Grande-Bretagne aussi, ça c'est très intéressant. Depuis 2010, l'armée britannique rate ses objectifs en matière de recrutement. Mhm. Et une des branches qui est la plus affectée par ça, c'est la Royal Navy. Lorsqu'on OK. parle de la Grande-Bretagne, l'Empire britannique n'aurait pas pu Ouais. construire sans la marine royale britannique. Il manque tellement de marins, de recrues, qui sont obligés d'envoyer à la cour à scrap, à la ferraille, des bateaux. Ils ont trop Mhm. de bateaux pour le nombre de marins disponibles. Et encore OK. une fois, des analystes pointent du doigt deux phénomènes, je termine là-dessus, deux phénomènes très précis, donc des politiques un peu trop woke qui misent trop sur l'inclusion, la diversité, et aussi le fait que la population britannique est en train de se diversifier par le multiculturalisme. Et inévitablement, si vous êtes immigrant ou fils d'immigrant, peut-être que votre patriotisme, ça c'est une thèse qui est évoquée, peut-être que votre patriotisme envers la Grande-Bretagne est peut-être pas le même qu'un Britannique de souche et que vous engagez dans les forces armées pour défendre un empire qui a peut-être lui-même conquis le pays Ouais. d'où vous venez ou d'où vos parents viennent, où il y a peut-être eu des politiques de discrimination. Ça vous tente peut-être pas d'aller défendre l'Union Jack puis risquer votre vie pour un empire comme celui-là. Donc, la Grande-Bretagne a des gros problèmes de recrutement en ce moment. Donc, ils sont passés au cours des dernières années en termes de membres actifs, des soldats Ouais. professionnels, d'environ 100 000 à moins de 70 000. OK. Et cette diminution-là est liée directement à une incapacité de De rencontrer les recruter. effectifs en matière de recrutement. Donc, c'est beaucoup de questions. Puis il y a beaucoup de facteurs, évidemment, qui expliquent ça. Mais voilà, dans la littérature, les analystes pointent du doigt là, une stratégie qui est peut-être pas optimale en matière de recrutement. Très bien. Écoutez, ben, dites-nous ce que vous en pensez hein, dans les commentaires. D'ailleurs, j'ai essayé de trouver là, le premier prix Nobel de la paix. J'ai pas été capable de le trouver. C'est soit la Croix-Rouge ou, Oui. ou Henri Dunant, qui est le fondateur de la Croix-Rouge. On regardera ça. On regardera ça, mais la Croix-Rouge que j'ai vu rapidement a remporté 3 fois Ah oui. Le OK. prix Nobel de la paix. Donc, Très bien. si on a commis des erreurs ou on a laissé des questions sans réponse, Ben n'hésitez pas oui, à en faire écrivez-nous. part dans la section commentaires. Et puis, ben, écoutez, sur ça, la première partie se termine. On va passer tout de suite à la seconde partie, qui est notre entrevue avec l'auteur Corim de la semaine. Donc, restez avec nous, on vous revient dans quelques secondes. Bonjour à tous. Alors, bon retour pour cette deuxième partie de notre podcast. Aujourd'hui, on a une conversation avec Benoît Hardy-Chartrand qui signait, pardon, lundi un papier, une analyse sur le blog du Corim sur l'OTAN dans la région Indo-Pacifique. Alors évidemment, ça soulève toujours des questions et on va lui demander de résumer sa thèse pendant quelques minutes. Ensuite, on va le bombarder de questions. Alors, Benoît Hardy-Chartrand est professeur auxiliaire à Temple University à Tokyo. Donc, il est bien placé pour nous parler de ce sujet. C'est un spécialiste des questions de sécurité. Il travaille aussi sur la sécurité du Japon et de toute cette région-là. Alors, Benoît, voilà quelques minutes pour présenter la thèse de ton article. Merci beaucoup d'abord de m'avoir invité à votre podcast. C'est un plaisir d'être ici. Donc, c'est un article auquel, en fait, c'est un sujet auquel j'ai réfléchi beaucoup depuis quelques années parce que c'est quand même une évolution assez intéressante de l'OTAN, une évolution qui, comme vous l'avez dit dans votre introduction, qui peut quand même faire sourciller. Donc,
En fait, l'OTAN, évidemment, qui a été créé en 1949, au tout début de la guerre froide, qui était une organisation, la plus grande alliance militaire au monde et qui a été créée uniquement et officiellement pour faire face à la menace posée par l'Union soviétique et endiguer l'expansion soviétique. Alors, c'est une alliance qui a toujours été centrée, évidemment, sur l'Euro-Atlantique, le théâtre principal de ces opérations, de ces activités étant l'Europe. Maintenant, ce à quoi on assiste depuis quelques années, c'est une évolution, non pas nécessairement un pivot littéralement de l'OTAN, parce qu'elle continue évidemment à être centrée sur l'Europe, mais un élargissement de ses intérêts et de ses partenariats, c'est-à-dire que l'OTAN maintenant prend une place de plus en plus importante dans la région Indo-Pacifique et a renforcé de manière assez importante ses partenariats avec surtout quatre pays de la région, dont celui où je me trouve, le Japon. Il y a aussi son partenariat avec la Corée du Sud, avec l'Australie et avec la Nouvelle-Zélande. Alors, la question que bien des gens se posent, c'est pourquoi d'abord l'OTAN s'intéresserait à l'Indo-Pacifique et pourquoi les pays, ses partenaires de l'Indo-Pacifique voudraient renforcer leurs liens avec l'OTAN. Alors, ça s'inscrit dans deux objectifs principaux. D'abord, c'est lié principalement à la volonté d'avoir une présence plus importante dans la région, dans une région qui est bien entendu devenue la région ou qui devient la région la plus importante du monde, le centre de gravité de la géopolitique internationale, mais aussi de l'économie internationale qui se déplace graduellement vers l'Asie. Et tout ça aussi avec évidemment une croissance importante de la Chine, une Chine dont les politiques de défense et les politiques étrangères dans la région font parfois en sorte que les pays de la région se sentent menacés, ont des préoccupations par rapport aux actions de la Chine. Alors, pour l'OTAN, au départ, qui n'a jamais été vraiment intéressé par l'Indo-Pacifique, on peut retracer le début de son intérêt à 2019. En 2019, c'était la première fois que l'OTAN, dans un document officiel, c'est-à-dire à son sommet de Londres, mentionnait la Chine directement. Par contre, c'était une mention plutôt sobre. On faisait part non seulement des préoccupations, mais aussi des opportunités pardon, qui s'offraient à l'OTAN, ou plutôt que la Chine offrait au monde entier. Mais dans les années subséquentes, on a senti de plus en plus que dans les déclarations de l'OTAN, que la Chine n'était plus seulement perçue comme un pays qui offre beaucoup de possibilités, mais aussi qui est perçu comme une préoccupation grandissante à cause de ses capacités grandissantes, à cause du fait qu'elle est perçue comme un acteur qui peut déstabiliser l'ordre international actuel, un ordre évidemment, un ordre libéral international auquel l'OTAN tient fermement et ses partenaires de l'Asie également. Alors, depuis 2021-2022, dans les déclarations de l'OTAN par rapport à la Chine, le discours s'est assez durci. On parle de la Chine dans des termes un peu plus durs. On parle d'une menace de la Chine ou si on n'utilise pas directement le mot menace, on parle vraiment des défis que la Chine fait peser sur l'ordre international. On parle également de plus en plus de son partenariat avec la Russie, un partenariat qui a été très, très, très renforcé depuis la dernière décennie et qui évidemment préoccupe beaucoup l'Occident, mais aussi des pays de la région comme le Japon. Alors tout ça en fait en sorte que l'OTAN a renforcé ses relations avec le Japon, la Corée du Sud, l'Australie et la Nouvelle-Zélande. Depuis l'an dernier, les quatre pays ont signé un nouvel accord de partenariat avec l'OTAN dans lequel on parle des différents domaines sur lesquels ces cinq partenaires-là vont travailler ensemble. Mhm. Et je vais terminer en parlant de mon article pour disant simplement que faut faire attention à ce à quoi on peut s'attendre de l'OTAN en Asie. C'est que personne ici ne parle vraiment d'une expansion, d'un agrandissement, d'un élargissement de l'OTAN en Asie. Personne ne parle ici d'inclure les pays de l'Indo-Pacifique comme des membres officiels de l'OTAN. On a parlé, oui, l'an dernier, de possiblement ouvrir un bureau de l'OTAN à Tokyo pour favoriser un peu la coordination, mais on est très loin encore là de vraiment d'une présence importante de l'OTAN dans la région. C'est simplement une présence grandissante, une coordination plus poussée
entre les quatre partenaires de l'OTAN dans la région et l'alliance militaire basée à Bruxelles. Alors, en grosso modo, c'est à peu près Très ce bien. dont je parle dans mon article. OK, très bien. Alors, laisse-moi te poser une première question. Le président Emmanuel Macron a dit, en lisant la charte de l'Alliance Atlantique, que, il ne se retrouvait pas le mot, le nom de la Chine dans l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Et donc, que l'OTAN devrait s'occuper, entre guillemets, de ses oignons. Et c'est la France qui a mis son veto à l'ouverture du bureau de l'OTAN au Japon, parce que de plus en plus, l'OTAN est comme un chiffon rouge pour plusieurs pays. La Russie, pour ne pas le nommer, mais certainement pour la Chine et peut-être pour d'autres pays d'Asie du Sud-Est ou de l'Indo-Pacifique qui ont, je crois, à travers le, un article du premier ministre de Singapour dans Foreign Affairs, pardon, qui disait ne nous obligez pas à choisir entre la Chine et les États-Unis. On est peut-être un peu loin de l'OTAN, mais pas si loin que ça. Alors, pourquoi ne pas dissocier l'OTAN de chacun des pays membres de l'OTAN qui pourraient avoir des relations bilatérales avec les membres de l'Indo-Pacifique sans que le terme et le mot OTAN viennent, disons, brouiller les cartes? Oui, vous avez raison. C'est vrai que si les pays de l'OTAN s'engageait de manière bilatérale avec les différents partenaires d'Asie d'Asie de l'Est, de l'Indo-Pacifique, comme les quatre que j'ai mentionnés plus tôt. Ouais, Cela poserait un peu moins de problèmes avec la Chine, bien évidemment, parce que c'est clair que pour la Chine et la Russie aussi, mais la Chine, l'OTAN, en tant qu'alliance militaire, est associée immédiatement à l'hégémonie américaine. Et à chaque fois qu'on parle qu'on prononce le mot l'OTAN dans la région, on sent que la Chine est un peu sur la défensive. Et lorsque l'on regarde les médias chinois, par exemple, on sent vraiment, il y a beaucoup de critiques de l'OTAN, des critiques de l'Occident en général, mais l'OTAN est une cible particulière depuis quelque temps de la Chine, mais aussi dans le discours officiel des dirigeants chinois, que ce soit le président Xi Jinping ou d'autres hauts placés du Parti communiste. On présente vraiment, on dépeint l'OTAN et les États-Unis, mais comme l'OTAN comme vraiment un fauteur de troubles dans la région. Alors, c'est certain que ça pourrait faire diminuer un peu les tensions, mais l'une des raisons pour lesquelles c'est vraiment l'organisation en tant que telle qui est plus présente dans la région, c'est que d'abord qu'il y a réellement un désir de la part de ses partenaires dans la région d'amener l'alliance militaire ici. Quand je dis de l'amener, comme je le mentionnais plus tôt, on ne parle pas ici d'un élargissement de l'OTAN, mais possiblement d'avoir, comme je le mentionnais plus tôt, plus de coordination entre les deux parties, avoir possiblement même également des membres de l'OTAN qui, pardon, qui viendraient effectuer des exercices militaires conjoints avec les pays de la région. Déjà, les pays membres de l'OTAN, depuis quelques années, sont beaucoup plus présents en Indo-Pacifique. Donc, c'est là déjà, d'une part, l'une des raisons pour laquelle l'OTAN, en tant qu'organisation, en tant qu'alliance de 32 pays, tourne son regard vers l'Asie aussi. Mais plusieurs ben aussi le secrétaire général de l'OTAN, ben, l'ancien secrétaire général, Jens Stoltenberg, qui parlait souvent de sa volonté de renforcer les liens avec l'Asie, lui-même parlait beaucoup, très souvent de ses préoccupations avec la Chine. Alors, c'est un peu OK. pour ces raisons-là que c'est vraiment l'organisation qui s'intéresse plus à la région, mais comme vous l'avez mentionné, le président Macron et d'autres personnes, mais le président Macron vraiment le premier qui s'est prononcé contre cette idée-là, entre autres parce qu'il veut conserver des liens assez importants et ne pas avec la Chine et ne pas s'aliéner la Chine. Voilà, voilà. Jean-François? Oui, ben, il y a déjà un bureau de l'OTAN qui a été ouvert il y a plusieurs années à Astana. Et puis de mémoire, c'était l'ambassade du Canada il y a environ 4 ou 5 ans qui était en fait si on veut, entre guillemets, le quartier général, qui était responsable en tout cas de ce bureau-là. Puis encore, ça tombe bien qu'on parle de ça parce que le Kazakhstan est aussi dans l'organisation du traité de la sécurité collective. Et puis, les membres de ce traité-là, de cette organisation-là plutôt, vont se réunir demain
mercredi le 27 novembre à Astana. Donc, on attend la visite de Vladimir Poutine ici à Astana. Donc, on voit que les pays de la région, en tout cas de l'Asie centrale, commencent à être un petit peu, ils ne doivent pas nécessairement faire un choix, mais on voit que de part et d'autre, les deux ordres sont en train d'être très présents dans la région. Puis l'OTAN n'a pas, je dis pas que l'OTAN va essayer d'admettre le Kazakhstan dans son organisation dans les prochaines années. La Mhm. question n'est pas là, mais simplement le fait qu'il y a un bureau qui a été ouvert, ça fait Ouais. grincher des dents beaucoup là, du côté de Moscou surtout, mais aussi de Pékin. Donc, on peut très bien comprendre là, pourquoi ils sont aussi réticents par rapport à ça. Euh, je vais peut-être t'entendre commenter là-dessus, mais aussi j'ai une question. Ben, comme tu es au Japon, ben, on sait que peut-être les auditeurs savent ou se disent que le Japon n'a pas d'armée. Donc, c'est un peu peut-être l'image qu'on se fait du Japon depuis la Seconde Guerre mondiale. Qu'est-ce qu'il y en est de cette question-là? Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une réalité? Et puis, dans le contexte actuel, la Corée du Nord qui montre ses muscles, les tensions dans la région avec Taïwan, est-ce que le Japon est en train de revoir sa politique étrangère, sa politique de défense pour faire face là, à d'éventuels risques de violence dans la région? Oui, absolument. Très bonne question. Je vais parler principalement du Japon, mais juste avant ça, mentionner pour prendre la balle au bon par rapport au Kazakhstan et la division des blocs. C'est vraiment très intéressant parce qu'on observe aussi des phénomènes semblables en Asie du Sud-Est, une région qui est névralgique, une région extrêmement stratégique, 600 millions de personnes. On parle d'une dizaine de pays, dont certaines puissances émergentes comme l'Indonésie. Et c'est une région qui est un champ de bataille, quoique champ de bataille, c'est peut-être un peu trop belliqueux comme mot, mais plutôt un endroit où la compétition entre les grandes puissances se fait beaucoup ressentir, non seulement entre la Chine et les États-Unis, mais aussi le Japon, qui a une présence très importante en Asie du Sud-Est. Et il est tout à fait vrai que, comme on le mentionnait plus tôt, les pays d'Asie du Sud-Est ne veulent pas être forcés de choisir entre la Chine et les États-Unis. C'est le discours, c'est le slogan qui revient, je dirais, le plus lorsqu'on parle non Mm. seulement eux, ils ne veulent pas être pris entre deux feux. Et dans les dernières années, cette rivalité grandissante, de plus en plus intense entre les deux pays, les rend souvent, a rendu beaucoup de ces là en Asie du Sud-Est mal à l'aise. Maintenant, pour revenir à la question sur le Japon, c'est vrai que le Japon, compte tenu de sa constitution qui a été signée en 1947, une constitution d'ailleurs qui a été écrite à ce moment-là. Je pense On qu'on a doit avoir une perdu. armée et donc c'est pour ça. Est-ce que c'est mieux maintenant? Désolé. Oui, je pense que c'est mieux là. Ouais. Ok, désolé. Je ne sais pas à partir de quel moment on va manquer. Euh, Donc, le Japon, à cause de sa constitution, est encore souvent associé au pacifisme et on pense souvent que le Japon, justement, n'a pas d'armée. En réalité, le Japon a des forces d'autodéfense. C'est le nom que l'on donne en fait, une armée qui est assez grande. Ce sont des forces d'autodéfense qui sont extrêmement sophistiquées et qui constitue finalement une armée sans porter le nom. Il y a évidemment, à cause de sa constitution, certains armements que le Japon continue à ne pas posséder, contrairement aux autres grandes armées à l'international. Par exemple, des missiles balistiques, le Japon n'en possède pas toujours, mais depuis une dizaine d'années environ, surtout sous le règne du premier ministre Shinzo Abe, le Japon a beaucoup fait d'avancées en termes de ses capacités militaires et le Japon est devenu maintenant de plus en plus déterminé à jouer un rôle important en termes de sécurité, en termes de politique étrangère et de défense dans l'Indo-Pacifique. Alors, et ça, on le sent non seulement par la manière dont le Japon est très proactif dans le renforcement de ses partenariats de défense dans la région, d'une part, mais aussi par le fait que
non seulement, on ne parle pas seulement d'équilibrage externe, comme on dit dans le jargon, mais aussi d'équilibrage interne, c'est-à-dire de fortes avancées, de forts investissements dans ses capacités militaires. Alors, le Japon, pour terminer, simplement dire que c'est vraiment un pays qui n'est pas le pays pacifique, ou pacifiste, pardon, qui a toujours cette image-là, finalement. Lorsqu'on regarde dans les faits, c'est un pays qui est de plus en plus normal, qui s'est normalisé graduellement et qui a une politique étrangère et de défense qui est semblable à la plupart des autres pays de taille semblable. Mhm. Est-ce que, il nous reste pas beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'on devrait surveiller dans les prochaines années dans cette relation qui est en train de naître entre l'OTAN et l'Indo-Pacifique? Ben, dans les prochaines années, ça va être intéressant de voir de quelle manière les relations entre l'OTAN et ses quatre partenaires de l'Asie-Pacifique, de quelle manière ces relations-là vont évoluer. C'est-à-dire qu'on sait déjà les plans, les domaines dans lesquels les pays vont collaborer davantage avec l'OTAN. On parle ici de pays, de domaines comme la cyberdéfense, le contrôle des armements, les technologies émergentes, par exemple. L'interopérabilité militaire, pardon, ce sont tous les domaines dans lesquels ils vont travailler, mais ce qui m'intéresse vraiment, c'est de voir s'il y aura davantage des membres de l'OTAN, de manière individuelle, bilatérale, vont continuer à augmenter leur présence dans la région, étant donné l'importance stratégique de l'Indo-Pacifique, et aussi de voir si on va continuer d'augmenter le rythme des exercices militaires conjoints qui sont effectués entre les pays de la région, ces quatre partenaires et les pays de l'Occident. Il faut dire que c'est un désir du Japon. Depuis plusieurs années, le Japon cherche à amener davantage de pays européens, aussi les États-Unis et le Canada qui lui-même a un rôle, commence à jouer un rôle plus important dans la région. Alors, ce sera intéressant de voir à quel point ces relations-là ne vont pas seulement se traduire dans une collaboration dans les domaines que je mentionnais précédemment, mais c'est aussi de manière plus stratégiquement militaire, strictement militaire, s'il y aura aussi des développements de ce côté-là. Si c'est le cas, ça va évidemment faire l'affaire de ces partenaires de la région qui veulent une présence de l'OTAN, mais ça risque d'envenimer ou de faire monter les tensions de manière assez importante avec évidemment la Chine. Mhm. Ben écoute, Benoît, je te remercie pour cette entrevue. C'était vraiment, vraiment intéressant. On aurait pu en parler encore quelques minutes. Alors, à bientôt, je l'espère. Au Oui, revoir. Merci beaucoup. c'était Un grand très plaisir. intéressant. C'est pas tous les jours qu'on peut parler à quelqu'un, un francophone, un Québécois qui habite au Japon, qui peut nous parler de politique étrangère. Alors écoutez, chers auditeurs, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Et puis écoutez, comme toujours, n'oubliez pas de liker, de partager les liens sur les plateformes habituelles. Et puis, écoutez, on se revoit la semaine prochaine. Alors sur ce, au revoir. Au revoir. Au revoir.